J'ai le plaisir de vous informer que votre institution a été sélectionnée pour recevoir l'un des prix de la division Histoire de la Société américaine de chimie. Ce prix récompense des publications, brevets ou livres qui ont constitué des percées importantes en chimie et en sciences moléculaires, et qui ont été à la fois conceptuellement révolutionnaires, d'une grande portée, mais aussi d'un impact durable. L'École normale supérieure est honorée d'un prix pour les travaux de Louis Pasteur, et notamment pour sa publication au compte-rendu de l'Académie des sciences en 1848, Mémoire sur la relation qui peut exister entre la forme cristalline et la composition chimique, et sur la cause de la polarisation rotatoire. Ce prix est décerné à l'institution où les travaux ont été réalisés, plutôt qu'aux inventeurs eux-mêmes. Bien sûr, dans le cas présent, l'auteur est décédé depuis longtemps. Nous serions ravis de discuter avec vous de la mise en place d'une cérémonie de remise du prix. Bien, il faut organiser une cérémonie de remise du prix. Ceci dit, c'est une très bonne nouvelle que Pasteur soit honoré pour son côté chimie. Souvent, on pense à lui pour la biologie, pour le vaccin. Alors, organisons une remise. Bon, je vais demander à Clotilde et Ludovic, ils feront ça très bien. C'est une excellente opportunité de se réapproprier Louis Pasteur. On imagine trop souvent qu'il a effectué sa carrière à l'Institut Pasteur, alors que pour l'essentiel, elle a été effectuée à l'École normale supérieure. Bon, comment va-t-on faire plaisir à notre directrice favorite? Alors, on pourrait bien sûr, pour cette manifestation, organiser un symposium avec des chimistes établis. Cela dit, c'est quand même un travail de thèse, un tout jeune homme, donc des gens, on va dire, confirmés d'un certain âge. On pourrait peut-être proposer plutôt à nos étudiants d'intervenir. Pourquoi ne pas le faire dans le cadre du cours d'histoire des sciences? Mais si on leur demandait de réaliser un exposé, ça serait peut-être un petit peu trop scolaire. C'est vrai. On pourrait peut-être leur demander autre chose. Par exemple, de lire des lettres que Pasteur a écrites à cette époque. Bah, écoute, Pasteur a prononcé des conférences vulgarisées qui ont été publiées où il raconte ses travaux de thèse. Donc les étudiants pourraient présenter ces conférences en les remettant dans leur contexte historique. C'est une étape importante, révolutionnaire comme l'a écrit l'American Chemical Society, et pour nous c'est l'occasion de faire un point d'histoire des sciences avec eux. D'autant que, comme l'a dit Anne, Pasteur est surtout connu pour ses travaux en biologie, que ce soit sur les micro-organismes, la sepsie, la vaccination antirabique. Mais finalement, il était chimiste de formation, et ce qui est important, c'est que c'est à la suite de ses travaux de thèse, justement, sur les tartrates et leur action sur la levure, qu'il va s'intéresser à la biologie. Ça me semble très très bien. Bon, il faut juste qu'on soit attentif à ne pas être trop théorique. On pourrait par exemple envisager de reproduire les expériences de Pasteur, le prix pasteurien. C'est délicat, mais c'est évidemment emblématique. Je le note, ça me paraît être une excellente idée. Mais on pourrait même demander à un comédien de lire la conférence de Pasteur. Donc on aurait Pasteur en chair et les étudiants qui expliquent le texte et reproduisent les expériences. Quinze jours plus tard, la première réunion de préparation bat son plein avec les étudiantes volontaires. Bonjour, bienvenue pour ce qui s'annonce comme une expérience assez intéressante. Vous avez bien reçu le texte des conférences de Pasteur? Oui, nous l'avons lu ensemble. C'est vrai que c'est un très joli texte, mais il est parfois un peu difficile pour nous de bien comprendre les questions que se posait Pasteur à l'époque. Ah, c'est le rôle des professeurs que de vous édifier. Donc, nous allons vous fournir tous les éléments dont vous avez besoin pour resituer le travail de Pasteur. On va essayer de ne pas être trop scolaire. N'oubliez pas que cette manifestation est destinée au grand public. Alors, on est à peu près au milieu du 19e siècle lorsque Pasteur réalise ses expériences, et comme on l'a vu dans le cadre du cours d'histoire des sciences, c'est une époque à laquelle la notion de molécule comme plus petit grain de la matière n'est pas encore conceptualisée, et la notion même d'atome est fortement controversée. Même si ces mots sont couramment employés à l'époque, ils n'ont pas le même sens que pour nous.
Donc aujourd'hui, on sait qu'une molécule, c'est un objet formé d'un assemblage d'atomes. Cet objet, on peut s'en saisir, il a une forme. On peut se souvenir par exemple de Primo Levi, qui nous décrit une molécule comme un objet justement doté d'épaisseur, de saillie, de renfoncement, c'est-à-dire d'une forme. Et c'est là un langage et une représentation qui sont extrêmement modernes et ça ne va pas du tout de soi au XIXe siècle. Donc on est aux alentours de 1850, c'est-à-dire 10 ans avant le congrès de Karlsruhe. C'est le premier congrès scientifique international et c'est un congrès de chimie qui est consacré à l'atome, dont l'existence même n'est pas admise de manière consensuelle. Donc les chimistes de l'époque se représentent la matière, pour beaucoup de chimistes en tout cas, la matière est une sorte de pâte à modeler informe à laquelle on va ajouter ce qu'on appelle à l'époque des qualités, on pourrait dire aujourd'hui des propriétés, et on obtient ainsi toutes les matières qui peuvent exister. Donc on est très loin de la représentation moderne qui nous fait construire aujourd'hui les molécules atome par atome pour obtenir donc un objet tridimensionnel. Donc les modèles moléculaires tels que ceux que nous utilisons aujourd'hui sont inventés à la toute fin du XIXe siècle et on arrive à une représentation de type Lego. Et grâce à Pasteur, en fait, on va justement passer de cette représentation de type pâte à modeler à la représentation de type Lego. Il permet de renforcer les rangs en fait, de ceux qui sont partisans de cette représentation. Alors, quel est le point de départ du travail de Pasteur? Donc, on va trouver acide tartrique. Donc, acide tartrique, c'est un produit de la vinification qui se dépose lors de la fermentation du vin. Donc, cet acide tartrique, il a été produit en particulier par Charles Kessner, qui est un Alsacien de Thann, qui fabrique des produits chimiques et qui isole donc autour de 1820 en fait au fond d'un tonneau une substance singulière qui n'est pas l'acide tartrique habituel. Il va le récupérer et il va le distribuer dans l'ensemble de l'Europe à un grand nombre de physiciens et de chimistes. Donc, on va voir un certain nombre de personnages qui interviennent dans cette leçon que nous allons lire. Le premier personnage que nous allons voir est Gay-Lussac. Donc Gay-Lussac, en 1828, commence par donner un nom à cette substance. Il va l'appeler acide racémique, de racémus, qui signifie le raisin en latin. Nous verrons que Pasteur n'utilise pas la dénomination racémique, mais utilise celle que Jöns Berzelius, qui était un chimiste suédois, a introduit en 1830. Il utilise la dénomination paratartrique plutôt que racémique. Donc Gay-Lussac va commencer par analyser cet acide racémique et il va s'apercevoir que sa composition est identique à celle de l'acide tartrique naturel. Au cours des années qui suivent, on étudie les propriétés chimiques de cet acide racémique ou paratartrique et on s'aperçoit qu'elles sont identiques en tout point à celles de l'acide tartrique naturel. Donc jusque-là, on pourrait penser qu'on a l'acide tartrique naturel. Arrive à ce moment-là un protagoniste important des textes que nous allons entendre, qui est Jean-Baptiste Biot. Jean-Baptiste Biot est professeur de physique au Collège de France, et son outil est un outil de mesure du pouvoir rotatoire dont nous parlerons, et il va mesurer le pouvoir rotatoire des solutions d'acide tartrique naturel et d'acide paratartrique. Et il s'aperçoit d'une manière extrêmement singulière que la déviation qu'il observe sur la lumière polarisée n'est pas la même dans les solutions contenant l'acide tartrique naturel et l'acide paratartrique. Et il y a quelque chose de très paradoxal que reconnaît le cristallographe allemand Michterlich, à ce que deux substances identiques en tout point ne possèdent pas les mêmes propriétés physiques. C'est ce paradoxe qui va troubler les physiciens et les chimistes pendant près de 20 ans, puisque l'histoire débute en 1828 avec Gay-Lussac, elle s'achève avec la publication de Pasteur de 1848, et donc on va avoir 20 ans de paradoxe, de difficultés de compréhension, et c'est précisément le travail du jeune Pasteur que de résoudre ce problème. Je pense qu'il est important de commencer par expliquer ce que c'est que le plan de polarisation, la lumière polarisée, le pouvoir rotatoire. Chaque chose en son temps, Amici, nous le ferons. Pour l'instant, retenons simplement que c'est un outil de caractérisation des cristaux et des substances naturelles que le physicien Malus a introduit et qui est couramment utilisé au début du 19e. Je vous propose en attendant que nous écoutions le texte des leçons et puis nous discuterons ensuite.
Ces leçons ont été faites sur l'invitation du Conseil de la Société chimique de Paris. Les recherches dont elles offrent un résumé rapide m'ont occupé pendant 10 années consécutives. Une découverte remarquable faite par M. Biot est sans contredit celle de la déviation imprimée au plan de polarisation par une foule de produits organiques naturels. L'essence de térébenthine, les solutions de sucre, de camphre, d'acide tartrique. Pour l'intelligence même de cette leçon, nous devons particulièrement remarquer l'existence de la propriété rotatoire dans l'acide tartrique et son absence dans l'acide paratartrique ou racémique, acide isomère de l'acide tartrique. Il existe donc des produits organiques liquides ou dissous dans l'eau qui jouissent de la propriété rotatoire et rappellent sous ce rapport le quartz cristallisé et solide. Seulement, il est essentiel de noter ici que cette analogie avec le quartz était toute d'apparence. Il y avait dans les deux cas déviation du plan de polarisation, mais les caractères du phénomène étaient bien différents. Ainsi, le quartz dévie, mais il faut qu'il soit cristallisé, dissous ou solide et non cristallisé, plus d'action. Non seulement il faut qu'il soit cristallisé, mais il faut le tailler en lame perpendiculaire à l'axe. Dès qu'on incline un peu la lame sur la direction du rayon, l'action s'amoindrit, puis s'annule. Le sucre dévie. Et ce que je dis du sucre est vrai de tous les autres produits organiques. S'il est dissous ou solide et amorphe, comme dans le sucre d'orge. Aussi, M. Biot conclut-il, en toute rigueur, que l'action exercée par les corps organiques était une action moléculaire, propre à leurs dernières particules, dépendante de leur constitution individuelle. Dans le quartz, le phénomène résulte du mode d'agrégation des particules cristallines. Voilà. Les précédents physiques, si je puis m'exprimer ainsi, des recherches dont j'ai à vous entretenir. Lorsque je commençais à me livrer à des travaux particuliers, je cherchais à me fortifier dans l'étude des cristaux, dans la prévision des secours que j'en retirerais pour mes recherches chimiques. Je fis cristalliser l'acide tartrique et ses sels, et j'étudiais les formes de leurs cristaux. Mais, chemin faisant, je m'aperçus qu'un fait très intéressant avait échappé à mes prédécesseurs. Tous les tartrates que j'étudiais m'offraient des indices non douteux de face hémiédrique. Cette particularité des formes des tartrates n'était pas très évidente, on le conçoit bien, puisqu'elle n'avait pas été encore aperçue. Mais lorsque dans une espèce, elle se présentait avec des caractères douteux, j'arrivais toujours à la rendre plus manifeste en recommençant la cristallisation et en modifiant un peu les conditions. Guidé alors par le fait de l'existence de la polarisation rotatoire moléculaire, découvert par M. Biot dans l'acide tartrique et dans toutes ses combinaisons, je présumais qu'il pourrait y avoir une corrélation entre l'émiédrie des tartrates et leur propriété de dévier le plan de lumière polarisé. Très désireux de trouver dans l'expérience un appui à cette preuve encore toute spéculative, ma première pensée fut de rechercher si les produits organiques cristallisables très nombreux, qui jouissent de la propriété rotatoire moléculaire, ont des formes cristallines hémiédriques. Cette étude eut le succès que j'en attendais. Je m'occupais également de l'examen des formes cristallines de l'acide paratartrique et de ses sels, substances isomères des combinaisons tartriques, mais que M. Biot avait trouvées toutes inactives sur la lumière polarisée. Aucune ne se montra hémiédrique. L'idée de la corrélation de l'hémiédrie et du pouvoir rotatoire moléculaire des produits organiques naturels gagnait donc du terrain. Bientôt, je fus conduit à la mettre dans tout son jour par une découverte très inattendue. Il est nécessaire que je place d'abord sous vos yeux une note très remarquable de M. Mitscherlich qui fut communiquée à l'Académie des sciences par M. Biot. La voici textuellement. Le paratartrate et le tartrate double de soude et d'ammoniac ont la même composition chimique, la même forme cristalline avec les mêmes angles, le même poids spécifique, la même double réfraction et par conséquent le même angle des axes optiques. Dissous dans l'eau, leur réfraction est la même. Mais le tartrate dissous tourne le plan de la lumière polarisée et le paratartrate est indifférent, comme M. Biot l'a trouvé pour toute la série de ces deux genres de sels. Mais, ajoute M. Mitscherlich, ici,
la nature et le nombre des atomes, leur arrangement et leur distance sont les mêmes dans les deux corps comparés. Cette note de M. Mitscherlich m'avait singulièrement préoccupé à l'époque de sa publication. J'étais alors élève à l'école normale, méditant à loisir sur les belles études de la constitution moléculaire des corps et parvenu, je le croyais du moins, à bien comprendre les principes généralement admis par les physiciens et les chimistes. La note précédente troublait toutes mes idées. Quelle précision dans tous les détails! Y a-t-il deux corps qui aient été mieux étudiés, mieux comparés dans leurs propriétés? Mais dans l'état actuel de la science, concevait-on deux substances aussi semblables sans être identiques? M. Mitscherlich nous dit lui-même quelle était dans sa pensée la conséquence de cette similitude. La nature, le nombre, l'arrangement et la distance des atomes sont les mêmes. S'il en est ainsi, que devient donc cette définition de l'espèce chimique si rigoureuse, si remarquable pour le temps où elle a paru, donnée en 1823 par M. Chevreul? Dans les corps composés, l'espèce est une collection d'êtres identiques par la nature, la proportion et l'arrangement des éléments. Bref, la note de M. Mitscherlich m'était restée dans l'esprit comme une difficulté de premier ordre dans notre manière de considérer les corps matériels. Chacun comprendra maintenant qu'étant préoccupé, et pour les raisons que j'ai dites, d'une corrélation possible entre hémiédride et tartrate et leurs propriétés rotatoires, la note de M. Mitscherlich, dès 1844, dut me revenir à la mémoire. M. Mitscherlich, pensais-je aussitôt, se sera trompé sur un point. Il n'aura pas vu que son tartrate double était hémiédrique, que son paratartrate ne l'était pas. Et si les choses sont telles, les résultats de sa note n'ont plus rien d'extraordinaire, et j'aurai là, en outre, le meilleur critérium de mon idée préconçue sur la corrélation de l'hémiédrie et du phénomène rotatoire. Je trouve que la langue est vraiment magnifique. Le vocabulaire a un peu changé, mais le sens du texte demeure limpide aujourd'hui. C'est vrai que j'ai fait lire le texte à mes parents qui ne sont pas du tout chimistes et ils n'ont identifié que très peu de mots qu'il nous faudrait expliquer. Il y avait entre autres hémiédrie, isomère et polarisation. Justement, pour la notion d'isomérie, nous avions évoqué plusieurs pistes, et notamment une analogie entre les molécules et les mots de la langue française. Bien, vas-y, montre-nous ce que vous avez imaginé. Eh bien, voilà. De même que les mots de la langue française sont formés à partir des 26 lettres que vous connaissez tous bien, la chimie utilise un vocabulaire de 92 lettres regroupées dans ce qu'on appelle la classification périodique des éléments que vous voyez ici. Et finalement, ce sont ces lettres, donc ces éléments, qui, une fois assemblés, servent à constituer les molécules. Alors, en français, lorsqu'on écrit un mot, qu'est-ce qu'on fait finalement? C'est très simple. On assemble les lettres entre elles, de telle manière à ce que chaque lettre soit reliée à une lettre voisine ou deux lettres voisines. Par exemple, ici nous avons le mot éthanol. On voit que la première lettre, E, possède une lettre voisine qui est la lettre T, alors que la lettre A possède deux lettres voisines, la lettre H et la lettre N. Donc jusqu'ici, c'est très simple. Et en chimie, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va assembler les atomes pour former des molécules, sauf que la différence avec le français, c'est qu'un atome peut avoir plus de deux voisins. Et en chimie, c'est ce qui s'appelle la valence, c'est le nombre de voisins que peut avoir un atome. Alors ici, nous avons représenté la molécule d'éthanol. Donc on voit que l'atome d'hydrogène symbolisé par le H possède une valence de 1, c'est-à-dire qu'il a un atome voisin qui est l'atome de carbone ici symbolisé par le C. L'atome de carbone, lui, possède une valence de 4, c'est-à-dire qu'il a 4 voisins, les 3 atomes d'hydrogène et le deuxième atome de carbone de la molécule. L'atome d'oxygène, lui, possède une valence de 2, c'est-à-dire qu'il est lié à 2 atomes, l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène ici. Alors tout comme en français, ces éléments ont besoin d'être assemblés d'une manière particulière pour avoir une signification précise. Vous serez bien d'accord avec moi pour dire que les deux mots soigneur et guérison, bien qu'ils possèdent exactement les mêmes lettres, ont une signification tout à fait différente. C'est-à-dire soigneur n'est absolument pas synonyme de guérison. Et en français, c'est ce qu'on appelle une anagramme. Et en chimie, là encore, l'analogie se prolonge, c'est-à-dire que
quand on assemble les atomes pour former des molécules, suivant l'arrangement des atomes entre eux, la molécule que l'on va former va être différente. Ici, nous avons la molécule d'éthanol, qui est à distinguer de la molécule d'éther diéthylique, et pourtant, ces deux molécules possèdent exactement les mêmes atomes. On a ici les 2 atomes de carbone dans la molécule d'éthanol, que l'on retrouve ici, l'atome d'oxygène et les 6 atomes d'hydrogène. Et bien, en chimie, nous appelons ça des isomères. Alors en général, en français, quand on lit un mot, on le lit de gauche à droite. Les mots lus de droite à gauche n'ont absolument aucun sens, sauf pour les anacycliques, qui sont en fait des mots que l'on peut lire de gauche à droite ou de droite à gauche et qui conservent tout de même un sens. Alors ici, nous avons un exemple avec le mot tracé et le mot écart. Donc certes, ces deux mots n'ont pas le même sens, ils ne sont pas synonymes, mais même si on lit de gauche à droite ou de droite à gauche, on peut comprendre le sens du mot. Et ces deux mots, si on considère que ces pointillés représentent un miroir qui est perpendiculaire au mur, on voit que ces deux mots sont images l'un de l'autre par rapport à ce miroir. Et bien là encore, en chimie, nous avons un peu la même chose, c'est-à-dire que nous avons des molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Et c'est ce qu'on appelle des énantiomères. Et donc sur ce transparent, vous pouvez voir les 2 énantiomères de l'acide tartrique qui sont au cœur de la découverte de Pasteur. Moi, je préfère dire que l'isomérie, c'est un peu comme dans la cuisine, au final. Tu es beaucoup trop gourmande, Alice, moi je pense. Je le reconnais volontiers. Oui, mais tu es surtout bavarde. Donc, montre-nous plutôt ce que tu fais, plutôt que de parler. Alors qu'il veut un petit gâteau. Ah, moi, je n'ai plus droit. Heureusement qu'on parle de cuisine. En fait, je pensais dire que des molécules qui sont isomères sont des molécules qui sont formées à partir des mêmes atomes, des mêmes ingrédients, ça serait en cuisine. Donc en l'occurrence, un hydrogène, un oxygène, 6 atomes d'hydrogène et de carbone, mais qui sont agencés de manière différente. Quand vous faites de la cuisine, c'est à peu près la même chose, puisqu'à partir des mêmes ingrédients, si vous les agencez différemment, pas dans le même ordre, vous pouvez obtenir des choses très différentes, en l'occurrence un gâteau ou des crêpes. Pour expliquer ce qu'étaient les mièdries, j'avais aussi pensé qu'on pouvait réutiliser donc l'image du miroir que développait Chloé tout à l'heure, en disant que des cristaux qui étaient hémièdres, c'est des cristaux qui sont images l'un de l'autre par rapport à un miroir plan, mais non superposables. Au final, dans la vie quotidienne, on a pas mal d'objets qui possèdent cette propriété-là, à commencer par nos mains ou nos pieds. Quand vous regardez vos mains, elles sont relativement semblables puisqu'elles sont images l'une de l'autre à travers un miroir. Mais si vous essayez de les superposer, vous avez un problème au niveau du pouce. Et c'est pareil avec vos pieds. C'est pour ça que le matin, quand vous n'êtes pas bien réveillé et que vous essayez de mettre votre pied droit dans votre jambe gauche, en général, vous avez un problème. Justement, la notion d'émièdrie est très liée au pouvoir rotatoire. Et je pense que cette notion de pouvoir rotatoire et de plan de polarisation est assez difficile et qu'il faudrait l'expliquer. Souvent, les gens croient que c'est la lumière qui tourne. En fait. Bon, je vais jouer le rôle de la lumière. Alors, ce que tu dis, c'est faire tourner le trajet du faisceau lumineux. Effectivement, dans un milieu homogène, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas d'inflexion du trajet lumineux. Ce dont nous parlons, c'est de la polarisation. Donc, polariser un faisceau lumineux, c'est singulariser une direction perpendiculaire à l'axe de propagation du faisceau lumineux. On utilise pour cela un objet qu'on appelle un polariseur. Ce polariseur a un axe de référence qui agit comme une grille. Quand la composante de la lumière est parallèle à l'axe du polariseur, la composante traverse. Si en revanche elle est perpendiculaire à la direction du polariseur, ça ne passe pas. C'est la situation que nous rencontrons ici. Ce n'est pas un élève de l'école normale supérieure. Visiblement, il n'a pas assimilé la notion de plan de polarisation et s'évertue à passer avec son bâton perpendiculaire à l'axe de référence de sa grille. Reprenons. J'ai polarisé mon faisceau lumineux. Il rentre dans l'échantillon de tartrate. Il rencontre une première molécule et à ce moment-là, l'interaction va se traduire par une toute petite déviation infinitésimale de l'angle
donc par rapport à la direction de référence du polariseur. Mais souvenons-nous qu'il existe plus de molécules, par exemple dans cette bouteille d'eau, que d'étoiles dans l'univers, de telle sorte que je vais rencontrer de nombreuses molécules et à chaque rencontre, je vais avoir une déviation, une petite déviation. Elles se somment et en sortie d'échantillon, il me suffit maintenant d'utiliser un second polariseur, qu'on appelle un analyseur, de telle sorte à retrouver la direction qui laisse passer le maximum de lumière. C'est ainsi qu'on peut expliquer, je pense, d'une manière assez simple, ce qu'est plan de polarisation, lumière polarisée et pouvoir rotatoire. Mais finalement, je suis en train de me demander, est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer ça? Parce qu'ici, dans le texte de Pasteur, c'est uniquement un outil dont il te sert pour étudier ces cristaux, mais c'est pas un point fondamental. Non, effectivement, en fait, ce qui est important ici, c'est de comprendre le contexte dans lequel travaille Pasteur. La lumière polarisée, comme vient de le dire Ludovic, c'est uniquement un moyen de caractériser les cristaux, et les cristaux sont un centre d'intérêt majeur au XIXe siècle en sciences. Donc Pasteur, lors de sa formation à l'ENS, a appris à trier les petits cristaux, comme ceux qu'on peut avoir ici. Ils sont de petite taille et on fait ça sous l'œil du microscope. Donc pour bien se représenter ces cristaux, on va utiliser des modèles grand format comme celui-ci. Donc c'est un travail de patience et Pasteur doit, sous l'œil du microscope, repérer les faces et les petites facettes de ces cristaux. Donc on va vous faire passer dans la salle des cristaux qu'il faut conserver en paire puisqu'on sera amené à les comparer pour que vous puissiez vous aussi repérer ces faces et ces facettes. Donc c'est un travail long, il faut repérer donc ces faces et facettes et surtout la manière dont elles sont agencées. Dans certains cas, ces cristaux ne sont pas identiques à leur image dans un miroir, comme c'est le cas ici et comme c'est le cas des cristaux en paire donc, que nous vous faisons circuler. Donc c'est exactement comme nos mains. Ce cristal est l'image de celui-ci à travers dans un miroir. Comme nos mains, on ne peut pas les superposer. Dans ce cas-là, ces cristaux sont dissymétriques et s'ils sont dissymétriques, eh bien, ils font tourner le plan de polarisation de la lumière. Alors, ces cristaux sont des objets bien organisés et ils peuvent effectivement se comparer à leur reflet dans un miroir. L'expérience sur la lumière polarisée nous sert simplement aux chimistes du XIXe siècle à caractériser la dissymétrie du cristal, qui est de petite taille et qu'on a du mal à observer sous le microscope. C'est le point clé qui est à retenir ici. Mais alors, ce qui est extrêmement étonnant et qui ressort des travaux de bio, c'est qu'on observe ce genre de déviation, pas seulement avec des cristaux qui sont comme ça visiblement dissymétriques, mais également avec des substances qui sont en solution, des substances qui sont plus organisées sous forme de cristal. Alors effectivement, c'est extrêmement surprenant pour les chimistes de l'époque, puisqu'ils ne se représentent pas les molécules comme des objets tridimensionnels. Donc on voit bien où peut être la dissymétrie dans un cristal de ce type-là, qui est organisé de manière tridimensionnelle, mais une fois que le cristal est dissous dans l'eau, on a un milieu fluide. Alors, où est la dissymétrie dans cette solution? C'est une question qui est alors sans réponse et qui aura taraudé Biot toute sa vie. Il est important à ce stade de repréciser quelles sont les hypothèses de travail, à la fois de Biot et du jeune Pasteur. Pour cela, on va reprendre ces modèles. Donc, les hypothèses sont les suivantes. Quand j'ai un cristal dissymétrique, j'ai une action sur la lumière polarisée. Si en revanche, j'ai un cristal symétrique, ici avec un plan de symétrie, pas d'action sur la lumière polarisée. Confirmé par de nombreux résultats expérimentaux et sous-tendant l'intégralité du travail de Pasteur et de Biot. Quel n'est donc pas l'étonnement de Pasteur de lire la note du grand cristallographe allemand Mitscherlich? Des cristaux dissymétriques sans action sur la lumière polarisée. Mitscherlich se sera trompé, pense Pasteur, et il y met toute l'énergie de la jeunesse en se disant « je vais reproduire les expériences de Mitscherlich et lui montrer qu'il s'est trompé ». Il fait cristalliser à nouveau le tartrate double d'ammonium et de sodium. Et à sa grande surprise, les cristaux sont effectivement dissymétriques. Il est troublé, il observe mieux. Il observe mieux qu'il existe non pas un type de cristal, mais deux types de cristaux. Et il décide de les séparer. Il va collecter les cristaux gauches, qu'il recueille et qu'il dissout.
Il collecte les cristaux droits qu'il va dissoudre. Et il mesure le pouvoir rotatoire des deux solutions ainsi préparées. Il retrouve une action sur la lumière polarisée des deux solutions. Le paradoxe est levé. Il existe non pas une, mais deux catégories de cristaux. Et de fait, son hypothèse de travail n'est pas invalidée par les résultats de Mishkevich. Mais moi j'ai un peu de mal à comprendre en quoi ce travail est si novateur. C'est-à-dire, la première fois que j'ai lu le texte, j'ai vraiment eu l'impression que Pasteur enfonçait des portes ouvertes, c'est-à-dire il a juste mieux observé que Mishkevich. Tu as raison, mais il existe une seconde hypothèse de travail. La seconde hypothèse de travail, c'est qu'il existe un lien entre la morphologie cristalline et la géométrie des molécules qui lui donnent naissance. Si le cristal est dissymétrique, alors je suis obligé de conclure que la molécule possède une dissymétrie. Ce n'est donc pas une pâte à modeler informe et liquide, comme nous en a parlé Clotilde, c'est un objet tridimensionnel. Et c'est cela qui est révolutionnaire dans le travail de Pasteur, et cette découverte continue à irriguer la chimie moderne d'aujourd'hui, que ce soit quand on parle d'une molécule d'intérêt thérapeutique comme le taxol, d'une molécule aromatique comme le limonène, ou bien d'un édulcorant comme l'aspartame, trois molécules dont l'action est liée à la structure tridimensionnelle. D'accord, donc je comprends mieux désormais le caractère vraiment novateur et étonnant de ce que nous dit Pasteur à l'époque. Mais effectivement, c'est toute la difficulté pour nous scientifiques de bien comprendre l'intérêt des textes anciens qui, loin d'enfoncer des portes ouvertes, finalement posent les bases de nos disciplines. Souvent, on va les trouver banales et simplistes, mais il faut faire un travail en fait, de mise en perspective pour comprendre la démarche qui a été réalisée et toute la portée de ces travaux. Donc, c'est aussi important pour vous dans votre formation de chercheur, parce que comprendre la manière dont les chercheurs d'autrefois se sont posés les bonnes questions, ça peut vous permettre en fait de vous poser les bonnes questions aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, il est essentiel de se poser de bonnes questions. Vous avez le privilège fragile de la jeunesse, mais il n'est pas éternel. Une aventure scientifique durera une dizaine d'années. Vous aurez donc 2 ou 3 belles aventures scientifiques. Et il ne faut pas gâcher vos chances. Il faut donc poser des questions qui sont pertinentes. C'est précisément le but de l'enseignement d'histoire des sciences que nous vous dispensons, de vous donner un arrière-plan pour savoir se poser les bonnes questions. Et puis aussi, vous dire que, quoique jeune, il reste beaucoup de bonnes questions à poser et qu'il y a beaucoup de promesses de résultats pour vous. Et prendre du recul et lire les textes anciens, ça permet aussi de réaliser, comme on le voit dans ce texte de Pasteur, qu'en recherche, tout est lent. Donc vous venez d'apprendre à peu près 300 à 400 ans de science en 3 à 4 années d'études, mais maintenant la science est à faire. En recherche, tout est extrêmement lent, il y a de grands moments de passage à vide, de longues traversées du désert, du doute et de l'épuisement. Mais en contrepartie, il y a, lorsqu'on commence à comprendre, un titillement que l'on ressent, qui est associé à un émerveillement et qui est source d'une grande joie et d'un bonheur serein. Mais du coup, plus que l'explication un peu mot à mot des différents termes, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de chercher vraiment à faire ressentir ce qui a suscité l'intérêt de Pasteur, ce qui l'a vraiment poussé à refaire la cristallisation? Moi j'ai l'impression d'être un peu comme dans un roman policier, je sais pas, mais... L'idée de cette manifestation, ce n'est pas de fournir un cours comme on ferait au lycée. L'idée ici, c'est plutôt de procéder comme dans une traduction, c'est-à-dire d'avoir le sens en tête et d'essayer de choisir les bonnes expressions pour faire passer ce sens plutôt que d'être littéral au niveau de la traduction. L'idée pour nous, c'est de montrer quel est le contexte, le travail d'élaboration de Pasteur et puis aussi sa joie d'une certaine manière, à la fois la joie de savoir qu'il va toucher le résultat et puis le résultat lui-même. Donc cette idée doit passer par des analogies, si cela permet de mieux faire passer précisément les messages, et il ne faudra pas hésiter sur ce point. Je pense qu'aussi l'image de l'énigme policière est très bonne. On ressent bien dans le texte toute l'impatience de Pasteur. Donc il sait qu'il a mis le doigt sur quelque chose de particulier. Il est sur le point de découvrir, de résoudre l'énigme des paratartrates, lui le jeune Pasteur,
ce que l'un de ses illustres prédécesseurs n'a pas vu. Donc il y a là une sorte d'excitation scientifique. Donc je pense qu'on a tous ressenti cela. Par exemple, en tant qu'étudiant, lorsque l'on parvient à résoudre un exercice difficile, ou en tant que chercheur, quand on parvient à maîtriser une expérience complexe. Donc c'est un moment particulier où le puzzle s'assemble, on voit où l'on doit mettre la dernière pièce, et tout d'un coup, l'image devient intelligible. Donc là, il y a une véritable émotion que l'on ressent, c'est ce moment particulier où se fait la découverte. Ce n'est pas du tout un sentiment abstrait ou littéraire, mais c'est vraiment une réalité. Et c'est une réalité que Pasteur nous fait partager dans ce texte. Écoutons-le à nouveau. Je m'empressais donc de reprendre l'étude de la forme cristalline des deux sels de M. Mitscherlich. Je trouvais en effet que le tartrate était hémiédrique, comme tous les autres tartrates que j'avais étudiés antérieurement, mais, chose bien étrange, le paratartrate se montrait également hémiédrique. Seulement les faces hémiédriques, qui dans le tartrate avaient toutes le même sens, s'inclinaient dans le paratartrate, tantôt à droite, tantôt à gauche. Malgré tout ce qu'il y avait d'inattendu dans ces résultats, je n'en poursuivis pas moins mon idée. Je séparai avec soin les cristaux hémièdres à droite et les cristaux hémièdres à gauche, et j'observai séparément leur dissolution dans l'appareil de polarisation. Je vis alors, avec non moins de surprise que de bonheur, que les cristaux hémièdres à droite déviaient à droite, que les cristaux hémièdres à gauche déviaient à gauche le plan de polarisation. Et quand je prenais de chacune des deux sortes de cristaux un point égal, la solution mixte était neutre pour la lumière par neutralisation des deux déviations individuelles égales et de sens opposés. Ainsi, je pars de l'acide paratartrique. J'obtiens à la manière ordinaire le paratartrate double de soude et d'ammoniac, et la dissolution laisse déposer après quelques jours des cristaux qui ont tous exactement les mêmes angles, le même aspect, à tel degré que M. Mitscherlich, le célèbre cristallographe, malgré l'étude la plus minutieuse et la plus sévère qui fût jamais, n'avait pu y reconnaître la moindre différence. Pourtant, l'arrangement moléculaire dans les uns et dans les autres est entièrement différent. Le pouvoir rotatoire l'atteste, ainsi que le mode de dissymétrie des cristaux. Les deux espèces de cristaux sont isomorphes, et isomorphes avec le tartrate correspondant. Mais l'isomorphisme se présente là avec une particularité jusqu'ici sans exemple, c'est l'isomorphisme de deux cristaux dissymétriques qui se regardent dans un miroir. De là, j'ai dû conclure que j'avais séparé, par la cristallisation du paratartrate double de soude et d'ammoniac, deux groupes atomiques symétriquement isomorphes. Ce que Pasteur découvre ici, c'est que le paratartrate n'est pas une substance pure. Elle est composée de deux types de molécules qui se ressemblent énormément, qui sont images l'une de l'autre par rapport à un miroir, mais qui ne sont pas superposables. Et l'une de ces espèces de molécules va dévier le plan de polarisation de la lumière d'un côté, et l'autre espèce de molécule va la dévier de la même manière, mais de l'autre côté. Comme on est dans une solution où on a les deux espèces présentes dans la même quantité, les deux déviations vont se compenser, et c'est pour ça que Pasteur, finalement, va observer une déviation totale qui va être nulle. Et ce qui est remarquable ici, c'est que le mélange se sépare lors de la cristallisation. On obtient un mélange de deux types de cristaux, images l'un de l'autre dans un miroir, chaque type de cristal ne contenant qu'une seule espèce de molécule. C'est un phénomène extrêmement rare, et Pasteur a su en bénéficier. Pour autant, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés, aimait-il à dire. Maintenant que nos esprits sont donc bien préparés, on va pouvoir refaire les expériences qu'a réalisées Pasteur, c'est-à-dire la préparation du tartrate de sodium et d'ammonium. Dans un premier temps, on va dissoudre une certaine quantité d'acide tartrique racémique, donc l'acide que Pasteur appelle paratartrique, dans de l'eau. Comme il est assez peu soluble, on va rajouter un barreau aimanté pour pouvoir agiter la solution, et on va tiédir un petit peu pour mieux la dissoudre. Comme c'est quand même assez peu soluble, on va rajouter le carbonate de sodium
on va le rajouter lentement parce qu'on va avoir un dégagement gazeux de CO2 ou de dioxyde de carbone, ce que vous connaissez souvent sous le nom de gaz carbonique. Et on va aboutir donc à une espèce intermédiaire qui est le tartrate de sodium. À ce tartrate de sodium, on va ajouter la même quantité d'acide tartrique, d'acide paratartrique, pour obtenir le tartrate acide de sodium. Cette espèce donc est elle aussi peu soluble, et c'est pour ça qu'on va ajouter immédiatement l'ammoniac pour obtenir le produit final, le tartrate de sodium et d'ammonium. Ce tartrate de sodium et d'ammonium va être placé dans un cristallisoire, qui est une sorte de grande bassine en verre, pour pouvoir s'évaporer lentement à l'air libre, à température ambiante, et en quelques heures à quelques jours, on va avoir formation de petits cristaux comme ça, qui vont pouvoir grandir jusqu'à être suffisamment grands pour qu'on puisse les trier à la main. On va pouvoir donc les classer en deux types de cristaux différents, ceux qui sont orientés à droite et ceux qui sont orientés à gauche. Et donc à partir de l'acide paratartrique, finalement, on a réussi à séparer les tartrates et donc par conséquent les deux acides tartriques, dont on voit qu'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. Donc vous pouvez voir sur ce transparent la forme D et la forme L. Et voici dans ces boîtes les cristaux que nous avons obtenus. La preuve que l'acide paratartrique est bien la combinaison équivalent à équivalent de ces deux acides, c'est que si l'on vient à mêler, comme je vais le faire sous vos yeux, des solutions un peu concentrées de poids égaux de chacun d'eux, leur combinaison s'effectue avec dégagement de chaleur. Et la liqueur se solidifie sur le champ par une cristallisation abondante d'acide paratartrique identique à l'acide paratartrique naturel. Nous avons décidé de reproduire cette expérience spectaculaire sous vos yeux. Cependant, pour mieux comprendre ce qu'il se passe, nous allons revenir sur la notion de solubilité, qui n'est peut-être pas une notion qui vous est familière. Pourtant, tel Monsieur Jourdain, vous allez constater que vous utilisez la solubilité tous les jours sans peut-être le savoir. Oui, effectivement, je suppose que vous avez tous déjà dissous du sel de cuisine dans de l'eau. Que se passe-t-il quand on ajoute le sel? Eh bien, il se dissout. Il suffit d'agiter un peu ou de chauffer un peu, et assez vite, il se dissout. Quand il est complètement dissous, ce qui va bientôt être le cas, on ne peut pas voir à l'œil nu que la solution est salée. On dit alors que la solution est homogène. Mais si je vous affirme maintenant qu'il existe une limite de solubilité du sel dans l'eau, me croirez-vous? Bien, réalisons l'expérience. J'ai ici une solution qui est déjà très salée, par exemple pour faire un excellent vomitif. Et on va encore y ajouter du sel. Et alors, que se passe-t-il? Le sel ne se dissout plus. Alors que le sel est dissous ici, il reste au fond du verre d'eau très salée. On le voit. Je le vois. On dit alors que la solution est saturée. C'est comme ça en chimie qu'on fait des solutions saturées. On ajoute une très grosse quantité de solide dans un petit peu de liquide. Dans l'expérience de Pasteur, les phénomènes sont différents, mais le principe est le même. Nous avons ici deux solutions. Donc, la première solution contient des cristaux d'acide tartrique D dissous dans de l'eau. Dans la deuxième solution, nous avons dissous des cristaux d'acide tartrique L dans de l'eau. Nous voyons bien que ces deux solutions sont homogènes et limpides. Les cristaux se sont complètement dissous dans l'eau. Mélangeons maintenant ces deux solutions. Mélangeons pour qu'il y ait contact entre les deux acides. Donc pour l'instant, rien ne se forme. Il faut bien mélanger. Voilà. On commence à voir la formation de solides. La solution n'est plus du tout limpide. Donc c'est un petit film en temps réel de ce que l'on observe. Super joli. Donc, au contact des deux acides, on voit la formation de cristaux d'acide paratartrique. Donc,
revenons à notre expérience. Elle a dû se finir. On voit bien que tout a été pris en masse. Voilà. Pasteur s'empressa de raconter son expérience à Biot. L'annonce des faits qui précèdent me mit naturellement en rapport avec Monsieur Biot, qui n'était pas sans concevoir des doutes au sujet de leur exactitude. Voici la lettre que j'adressai alors à Monsieur Biot. Monsieur, vous m'honorez grandement de l'intérêt que vous portez à mon travail. C'est ainsi, en tout premier, à vous que je désire présenter un résultat qui mérite de fixer à un haut degré l'attention et qui vient concrétiser des années de préoccupation et d'engagement. Les résultats de M. Meisterlich m'avaient troublé. Ils remettaient en cause, en effet, l'hypothèse que je faisais d'une corrélation entre l'émiédrie et le pouvoir rotatoire qui vous est si cher. J'ai d'abord cru que M. Meisterlich s'était trompé. En reproduisant son expérience, j'ai cependant retrouvé l'émiédrie qu'il avait constatée. Mais j'ai observé si minutieusement mes cristaux que je me suis aperçu que j'avais obtenu non pas une, mais 2 espèces de cristaux émièdres. J'ai alors entrepris de séparer les cristaux émièdres droits et les cristaux émièdres gauches, que j'ai ensuite séparément dissous afin de mesurer le pouvoir rotatoire de leur solution. J'ai observé que les cristaux émièdres droits déviaient le plan de polarisation vers la droite, alors que les cristaux émièdres gauches déviaient le plan de polarisation vers la gauche. Ce résultat m'a apporté beaucoup de satisfaction et vous comprendrez sans doute mon empressement à partager cette découverte avec vous. Je vous prie de croire au sentiment respectueux que je vous porte. Louis Pasteur, préparateur de chimie à l'école normale. Et voici la réponse que j'ai reçue de M. Biot. Monsieur, je reçois à l'instant votre lettre. Je vous félicite de vos résultats ainsi que de vos espérances. Vous avez raison de croire que je m'intéresserai toujours aux événements qui peuvent influer sur votre sort, mais j'ai d'abord une remarque à vous faire sur un détail de votre rédaction, et comme elle m'est dictée par le sentiment de votre intérêt, je vous la présenterai très librement. Vous écrivez un résultat qui mérite de fixer à un haut degré l'attention. On ne doit jamais s'exprimer si avantageusement sur son propre compte. Il faut mettre plus simplement qui me semble offrir beaucoup d'intérêt. Pour le reste, je vérifierai volontiers avec vous vos résultats quand vous les aurez fixés. Je vous invite pour cela à utiliser un instrument parfaitement réglé pour en obtenir des résultats exacts. Je vous engage à préparer vos dissolutions pour des tubes de longueurs diverses, plus grandes à mesure que les déviations à observer seront plus faibles ou en général plus grandes que celles qui vous ont servi jusqu'à présent. Je vous prie de croire au sentiment d'intérêt que je porte à tous les jeunes gens qui travaillent avec exactitude et constance. Jean-Baptiste Biot. Chargé d'en rendre compte à l'Académie, M. Biot me fit venir chez lui pour répéter sous ses yeux l'expérience décisive. Il me remit de l'acide paratartrique qu'il avait étudié lui-même, préalablement, avec des soins particuliers, et qu'il avait trouvé parfaitement neutre vis-à-vis de la lumière polarisée. Je préparai en sa présence le sel double avec de la soude et de l'ammoniac qu'il avait également désiré me procurer lui-même. La liqueur fut abandonnée dans l'un de ses cabinets à une évaporation lente, et lorsqu'elle eut fourni environ 30 à 40 grammes de cristaux, il me pria de passer au Collège de France afin de les recueillir et d'isoler sous ses yeux, par la reconnaissance du caractère cristallographique, les cristaux droits et les cristaux gauches, me priant de déclarer de nouveau si j'affirmais bien que les cristaux que je placerais à sa droite dévieraient à droite et les autres à gauche. Cela fait, il me dit qu'il se chargeait du reste. Il prépara les solutions en proportion bien dosée, et au moment de les observer dans l'appareil de polarisation, il m'invita de nouveau à me rendre dans son cabinet. Il plaça d'abord dans l'appareil la solution la plus intéressante, celle qui devait dévier à gauche, sans même prendre de mesure. Par l'aspect seul des teintes des 2 images ordinaires et extraordinaires de l'analyseur, il vit qu'il y avait une forte déviation à gauche. Alors, très visiblement ému, l'illustre vieillard me prit le bras et me dit « Ah, mon cher enfant, j'ai tant aimé les sciences dans ma vie que
Cela me fait battre le cœur. Vous excuserez, messieurs, ces souvenirs personnels qui ne se sont jamais effacés de mon esprit. De nos jours, avec nos habitudes, on y répugnerait dans le cours d'un mémoire scientifique, mais ils m'ont paru de mise dans une exposition orale. Et peut-être que l'intérêt biographique de semblables souvenirs constituera l'un des avantages du genre d'enseignement que la société chimique inaugure aujourd'hui. Du reste, il y a plus ici que des souvenirs personnels. À l'émotion du savant se mêlait chez M. Biot le plaisir intime de voir ses prévisions réalisées. Depuis plus de 30 ans, M. Biot s'était efforcé vainement à faire partager aux chimistes sa conviction que l'étude de la polarisation rotatoire offrait l'un des plus sûrs moyens de pénétrer dans la connaissance de la constitution moléculaire des corps. Moi, ça me semble très bien. Notre directrice devrait être contente. Qu'est-ce que vous pensez de cette cérémonie ?